Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Only Finance, le balado qui parle de différents sujets qui touchent de près ou de loin à la finance. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment de la difficulté avec ma voix. J'ai un petit rhume et j'ai vraiment un chat dans la gorge, donc ça se peut que je m'enfarge dans mes phrases. Mais ceci étant dit, on invite différents experts, des intervenants de différents horizons pour venir discuter avec nous. Je suis Caroline Charret, conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Moi, je suis dans le milieu des finances depuis 2013, propriétaire de mon cabinet depuis 2020 et je suis passionnée par la finance. J'adore accompagner les gens dans leur parcours financier. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet chaud qui est l'investissement immobilier et la gestion locative. C'est une avenue qui est vraiment de plus en plus populaire là, au niveau des gens, en fait, pour atteindre une liberté financière, au niveau d'un actif, de stratégie financière aussi. Mais ça vient avec son lot de défis. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour en parler. Pour ce faire, j'ai invité Lisa Marie Boucher, fondatrice de gestion LMB, une entreprise en fait qui combine comptabilité, gestion locative et marketing web. Son approche est unique et elle allie les chiffres, la stratégie immobilière et les outils technologiques pour optimiser la rentabilité. Je vous rappelle de vous abonner en fait à nos différents médias sociaux, de suivre notre chaîne YouTube. Puis si jamais vous avez un intérêt à commanditer notre podcast, ben communiquez avec moi, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Donc, bonjour Lisa Marie, merci de t'être prêtée au jeu et de venir partager en fait là, tes connaissances, ton expérience et venir parler de ce qui te passionne. Ça me fait vraiment plaisir là, de te recevoir. J'aimerais ça, si tu pouvais, avant qu'on commence dans les sujets dont on a discuté, que tu te présentes, que tu dises un petit peu t'es qui, ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais maintenant? Merci de m'avoir reçu, Caroline. Donc, moi, j'ai commencé par travailler dans une compagnie de construction avec un contrôleur financier qui était CPA. Il a vu l'intérêt que je portais aux chiffres et il m'a vraiment coachée par rapport à ça. Et j'ai, après 3 mois, augmenté dans les échelons de la compagnie avec lui. Il m'a formée sous son aile, en fait. Ouais. Ben, il m'a pris sous son aile, je sais pas si ça se dit. Oui, ça se dit. Mais il m'a vraiment montré un autre côté de la comptabilité que j'avais pas la notion exactement au départ, parce que moi, ce qui m'avait freiné, c'est vraiment les maths fortes. OK. Donc, étonnamment. Ouais, étonnamment, l'algèbre, c'était pas mon fort à l'époque. Mais j'ai toujours eu une pensée logique, puis un intérêt et une curiosité qui m'ont vraiment servi. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui m'a amené aujourd'hui où est-ce que je suis, ma curiosité. Okay. Puis au niveau de l'immobilier, dans le fond, c'est-tu par rapport à ton expérience personnelle à toi que tu as commencé à développer plus cette portion-là pour ce que tu fais maintenant, là, en fait? Là? Ma mère avait un immeuble à revenus. J'ai grandi, en fait, dans un immeuble à revenus, donc j'ai toujours vu ma mère récolter les loyers. Mm-hmm. Donc, j'ai toujours voulu que quelqu'un d'autre paye mon loyer. Donc, je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai toujours eu un intérêt pour avoir, justement, plusieurs immeubles. J'ai cherché à comprendre comment le faire rapidement et aussi intelligemment. J'ai planifié comment je voulais le faire. Je l'ai fait aussi. Puis au niveau de ton entreprise, dans le fond, là, c'est comment... Parce que là, tu sais, maintenant, là, on a parlé un petit peu de ton parcours, mais dans le fond, au niveau de ton entreprise, c'est quoi les services là, qui sont offerts? Puis c'est quoi exactement que Gestion LMB fait? Quand j'ai démarré mon entreprise, je voulais faire ce que je faisais, en fait, pour les entreprises, mais à mon compte, parce que je voyais que j'avais une manière d'interagir avec les personnes qui n'étaient pas nécessairement ce que
ils priorisaient dans un bureau. Donc, j'ai voulu développer le même type de service, mais avoir un accès avec les clients qui est un peu plus familier, mais en restant dans un cadre professionnel. Mais je voulais avoir des relations plus long terme avec les clients, puis je voulais que ça soit pas exactement comme des numéros. Donc, j'ai commencé à offrir mes services comptables aux personnes les clients que j'ai commencé à avoir, c'est justement dans le domaine de la construction, que j'ai encore actuellement. En fait, ils m'ont suivi. Donc, c'est également ça qui m'a fait aussi aller vers l'immobilier parce que j'ai toujours eu un intérêt vers la construction et les immeubles. Donc, j'ai commencé à avoir aussi des clients idéaux qui ont beaucoup d'actifs aussi, qui m'ont pris aussi également sur leur aile sur d'autres choses, mais que moi, je leur ai apporté ma vision aussi des choses. Donc, il a été vraiment consolider nos relations. Puis ça comme fait... un échange de connaissances là, qui s'est fait à ce moment-là. Exact. Puis maintenant, en fait, là, au niveau de l'entreprise, ben là, ce que j'avais compris quand on a discuté ensemble, c'est vraiment que tu prends en charge à 100% en fait de la gestion locative là, des clients. Fait que tu peux-tu nous dire c'est quoi exactement que tu fais? Concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ton day-to-day là, dans la gestion locative? Oui. Ben, ça a commencé en fait quand j'ai eu un de mes clients qui a commencé avec moi avec la comptabilité, puis de fil en aiguille après quelques mois ensemble, me confier ses chalets. Okay. Puis à ce moment-là, j'ai eu la piqûre pour la location court terme. J'ai cherché à comprendre tout ce qu'il y avait à savoir à propos de ce sujet. Je me suis informée, j'ai lu, j'ai aussi pris des formations de marketing web, de SEO, et pour justement être capable de voir l'impact que je pouvais avoir sur la gestion et aussi sur la visibilité en ligne des annonces. Donc, ça a été le premier qui m'a confié ces immeubles. Puis, j'ai toujours aimé gérer les choses, prendre en charge des situations. Puis, je suis une personne qui est quand même, qui aime beaucoup le service à la clientèle, puis qui prend des initiatives aussi, puis qui a une tendance à être, une expression que j'ai souvent entendue, être capable de se revirer sur un dixième. Donc, j'ai souvent été celle qui trouve des solutions, ce qui, dans le court terme, dans la gestion locative court terme, est assez important, surtout quand il y a des situations, des situations qui peuvent arriver souvent, mais que, justement, les propriétaires qui ont des chalets ne veulent pas gérer. Donc, moi, je les gère à leur place. Je comprends. Fait que si, mettons, moi, j'ai un chalet locatif, par exemple, hypothétiquement, ben là, je pourrais faire affaire avec toi, puis dans le fond, moi, je m'occupe de rien, si je comprends bien. Fait que là, de la location, ainsi que, je sais pas, c'est sur les plateformes comme celles qu'on connaît, là, Airbnb, Vrbo et tout ça, dont on parle, ça va-tu jusqu'aux applications? Ça englobe toute ta présence en ligne. OK. Moi, ce qui me démarque des entreprises actuelles, c'est que j'ai trouvé un modèle d'affaires différent qui est un service clé en main pour ceux qui acquièrent un chalet locatif. C'est que j'ai une mise en place. Donc, je me déplace chez les personnes, ce qui est très rare pour une compagnie de gestion. Donc, même s'ils sont aux Escoumins, j'ai une... Tu vas y aller? Oui. OK. Je fais la route et je vais sur place. Au Québec? Oui, au Québec. Ouais. Ça me dérange pas d'aller dans le sud. Mais idéalement, oui, au Québec. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais la mise en place de départ. Si la personne n'a pas de compte, je crée toutes les annonces. OK. Après, je crée aussi les comptes de plateforme de paiement, tous les courriels pour justement que la personne, si elle décide de s'en aller, elle ait tous les accès pour continuer la gestion efficacement elle-même.
Ce qui n'est pas la même chose exactement qu'avec les agences. Eux, ils créent, puis souvent, ils mettent les annonces sur leur compte. OK. Donc, si les clients veulent s'en aller, ben ils perdent tout le référencement, les commentaires, ce qui est parfois, tu sais, quand tu es avec une entreprise qui gère la location, c'est aussi de vérifier qu'est-ce qui est dans le contrat. OK. Pour savoir c'est quoi qu'est-ce que ça fait si tu quittes. Ouais. Donc, si tu perds tes annonces, si tu perds tout le référencement, puis c'est quoi les délais qu'il faut donner aussi, parce que j'en ai des clients qui étaient avec des agences avant, puis qui ont préféré comme un modèle d'affaires où est-ce qu'ils sont libres de partir, puis aussi qui sont pas imputés directement sur leurs revenus, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les compagnies prennent les montants d'argent directement et reversent les sommes aux propriétaires une fois par mois. OK. Là, la différence avec toi, c'est que c'est eux qui reçoivent l'argent. C'est eux qui reçoivent, moi, je facture. Tu factures. Fait que c'est pas un pourcentage. Oui, c'est un pourcentage. Okay. C'est un pourcentage selon le rabais. Donc, tu fais de l'argent, moi, je fais de l'argent. Parfait. Okay. Donc, si c'est pas loué, exact. T'en fais pas. C'est ça. Mais je m'optimise toutes les choses pour que t'en fasses. Exact. Ben oui, dans ton intérêt. Là. C'est ça. OK. Puis, mais, par exemple, moi, je prends pas ton argent pas en otage, mais... C'est pas toi qui récolte. C'est pas moi qui récolte. La personne reçoit exactement son argent. Donc, ça la sécurise aussi parce que, tu sais, on s'entend que avoir des immeubles locatifs ou justement des biens locatifs, ben ça coûte cher à entretenir. Tu sais, il faut... les charges mensuelles sont quand même assez élevées. Donc, se priver d'un revenu quand tu veux bien planifier les choses, c'est pas la chose que je conseille vraiment. Je comprends. Puis là, ça me fait penser que après qu'on avait déjà planifié l'enregistrement du podcast aujourd'hui, c'est vrai que j'ai écouté un autre podcast qui était en France, puis c'était une compagnie justement qui fonctionne exactement comme tu es en train de décrire. Puis, tu sais, il parlait des fois il y a des histoires d'horreur, là, on peut en parler aussi, mais justement, il y avait un client, il était en vacances, puis là, ben, la personne qui avait loué le Airbnb s'était embarrée dehors. Fait que là, lui, tu sais, il a fallu qu'il fasse des pieds puis des mains, dans le fond, pour trouver une façon d'aller porter son double de clé à la personne. Puis là, ben, l'autre individu qui était interviewé, qui avait justement une compagnie comme la tienne en France, il disait, ben, quand c'est nos clients, justement, tu sais, c'est nous qui s'occupent de ce genre de problème-là, etc., etc. Fait que, tu sais, ça l'enlève beaucoup de stress. Puis en plus, pour les gens qui travaillent à temps plein, de maximiser sa location. En tout cas, moi, je sais que j'aurais pas le temps là, de faire ça si j'avais hypothétiquement un chalet locatif. Fait que je dis toujours, t'es mieux de laisser 10%, là, tu sais, je vais vraiment, c'est pas nécessairement ça les chiffres de Lisa, là, je vais vraiment à l'improviste. Fait que t'es mieux de laisser sur la table 10% d'un montant d'argent que d'avoir 100% de zéro. Tu sais, fait que c'est toujours un peu ça, moi, mon thinking là, par rapport à tout ça. Puis là, si j'ai bien compris, tu sais, parce qu'on a parlé de comptabilité et tout là, au début de l'entrevue, tu peux les accompagner s'ils le souhaitent jusqu'à la comptabilité au niveau de leur soit état financier, si on a une compagnie immobilière ou si c'est leurs impôts personnels là, au niveau de tout ce qui est revenus locatifs et ce qui est à produire là, au niveau des impôts. Oui, exactement. C'est sûr que si je m'occupe de la comptabilité tout au long de l'année, des fois, je vais les référer juste pour finaliser les états financiers parce que je suis pas CPA. Ouais. Donc, moi, je fais à peu près 70% de ce qu'il y a à faire en fin d'année. Puis, je transmets les résultats, justement, au CPA pour finaliser le tout. C'est aussi d'une manière éthique, même les personnes, des fois, dans les compagnies, font réviser à la fin de l'année pour éviter, justement, les conflits d'intérêts ou des choses comme ça. Puis s'assurer aussi que tout est divulgué convenablement. Je comprends. Puis aussi pour
qu'est-ce qui est des questions. Donc, tu sais, je suis en mesure de répondre à la plupart des questions parce que, justement, moi, j'ai de l'immobilier aussi. Puis c'est un sujet que je connais bien. Fait que, dans le fond, là, premier sujet que je voulais aborder avec toi, pour ceux et celles qui rêvent d'investir, tu sais, tantôt, dans mon intro, j'ai dit c'est comme super à la mode, l'immobilier, puis tout ça. Puis oui, quand je parle avec mes clients, tu sais, je leur dis qu'effectivement, ça fait partie d'un bon actif, c'est important de diversifier. Est-ce que il y a une façon de commencer qui serait plus facile pour les gens qui veulent débuter? Oui. S'informer de, justement... En fait, c'est par rapport à l'objectif aussi qu'ils veulent en bout de ligne, parce que l'investissement immobilier, c'est large. Donc, s'ils veulent avoir du long terme, ben ils peuvent investir dans l'immobilier locatif long terme, avoir comme des un logements. bloc appartement, par exemple. Mais c'est pas pour tout le monde non plus, parce que ça dépend aussi de ta gestion du risque, ta gestion du stress, parce que quand il y a des locataires, ben l'habitation, c'est sensible. C'est sensible. C'est facile aussi de faire des mauvais moves, des mauvais, peut-être pas moves, là, mais de la mauvaise planification. De la mauvaise gestion de risque aussi. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup actuellement, justement, des personnes qui font de l'éviction ou qui veulent absolument optimiser puis rentabiliser l'immeuble, mais au détriment des locataires, ce qui est pas très, très éthique, finalement, puis qui donne une mauvaise aussi vision de ceux qui investissent en immobilier. Je dirais aussi de vraiment voir parce que chacun a des objectifs différents, donc c'est vraiment de trouver ce que toi... tu veux pour faire des bons choix après, puis vraiment bien planifier ton futur investissement. Puis, au niveau, mettons, du chalet locatif, y a-tu une meilleure façon de le faire? Parce que, tu sais, les enjeux du chalet locatif sont différents que les enjeux de l'immobilier à long terme, tu sais. Oui. Sur la gestion financière aussi, parce que les personnes, souvent ne s'informent pas assez, se fient à des faits vécus de d'autres personnes, ne font pas exactement leur propre recherche, ne s'informent pas auprès des municipalités sur les autorisations, justement, qu'est-ce que les secteurs autorisent. Et souvent aussi, ils vont vouloir investir à plusieurs, puis connaissent pas nécessairement les personnes avec qui ils sont. Donc, tu sais, ça peut aussi causer des frictions à long terme. Donc, peut-être pour commencer à investir seul. Seul ou, tu sais, justement, bien préparer en choisissant vraiment ce que tu veux faire. Parce que le chalet locatif, tu sais, il faut pas oublier que tu as de la gestion à faire. Donc, il faut vraiment savoir si c'est pour toi, ce que tu veux faire. Est-ce que c'est juste pour investir ou c'est parce que tu veux aussi l'utiliser? Ou les deux. Oui, les deux. Mais maintenant, tu sais, c'est facile parce que tout le monde vend l'idée d'avoir beaucoup d'argent en mettant une mise de fonds de 10 000 mais tu sais, on s'entend que le marché est quand même assez exploité en ce moment. Il n'est pas saturé, mais il y a plus d'offres que de demandes. OK. Donc, c'est savoir maximiser. On parle du locatif, là? Oui, du locatif. Des chalets locatifs, il y en a plus que... il y en a beaucoup. Puis les gens, maintenant, ils ont commencé à voyager. Tu sais, dans le temps du COVID, c'était facile d'aller dans un chalet. On ne pouvait pas aller partout ailleurs. Exact. Donc, c'était une bonne opportunité. Oui, c'est une bonne opportunité à ce moment-là. Maintenant... C'est encore une bonne opportunité si tu maximises justement le potentiel de ton chalet, mais il faut que tu sois compétitif. Ah, c'est ça, parce que, mettons que je regarde les coûts là, au Canada pour louer un chalet qui fait du sens. Il faut vraiment qu'il se démarque. Mettons mon goût personnel à moi, là, je parle en tant que consommatrice. Parce que si ça me coûte le même prix que d'aller une fin de semaine ailleurs... dans le monde, là, mais une fin de semaine, il ne faut pas que ça soit trop loin, là, on s'entend, là, mais je sais pas, une fin de semaine au Mexique, c'est quand même assez facile, puis que les locations sont très basses.
par exemple, sur Airbnb, ben, je vais peut-être choisir d'aller au show, tu sais, à la place de choisir le chalet qui me coûte le même prix, là, tu sais, au final. Là. Fait qu'il faut, en tout cas, j'imagine que c'est le même pour tout le monde. Fait que je pense qu'il faut qu'il y ait une offre intéressante, justement, pour le locataire, là. Exactement. En fait, c'est un service complet parce que si tu n'offres pas les standards élevés pour le client, ben il va aller facilement ailleurs. Maintenant, on met une annonce de location sur des groupes Facebook comme Chalet au Québec de 90 personnes qui offrent son chalet. Donc, si ton chalet, si tu n'offres rien dans ton chalet, ben c'est clairement que la personne elle n'ira pas, mais souvent, les personnes recherchent aussi le moins cher. Mais c'est comment ramener ça à, justement, être capable d'offrir des prix moins chers, mais c'est en maximisant tout le reste tout au long de l'année. Tu sais, moi, j'ai des clients qui ont des chalets locatifs de luxe. Donc, tu sais, c'est pas... des grands coûts pour des séjours, c'est pas impensable. Tu sais, les personnes qui viennent d'Europe ou des États-Unis, des fois, payent 10 000 juste pour une semaine. Ouais. Exact. Mais au Québec, si tu veux rentabiliser avec les gens aussi qui sont ici, faut être capable de baisser les coûts des séjours, mais de justement garder une constance pendant l'année pour pas que ça t'affecte toi puis ton cash flow. Oui, parce que tu as quand même généralement un prêt hypothécaire à payer. Le prêt hypothécaire. Puis les intérêts sont quand même assez élevés. Ouais. Aussi, les assurances pour la location court terme sont élevées aussi. Tu sais, les entretiens de spa, toutes les personnes qui s'occupent de près ou de loin de ton chalet, donc tu sais, les entretiens d'été, les entretiens, en fait, les entretiens aux mi-saison. C'est cher. Puis, tout dépendant du secteur où est-ce que c'est, les taxes municipales coûtent cher aussi. Tu as les coûts pour, justement, les services comptables. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération. Plus que juste que ça me tente d'acheter. Ouais. Puis, oui, donc il faut que tu aies un service qui inclut tout. Moi, je sais que pour mes clients, qu'est-ce qui est important, c'est que les personnes se sentent confortables. Donc, tu sais, les commandes qu'on fait... dans les grosses saisons, tu sais, ça coûte quand même cher. Tu sais, il faut justement, tu sais, avoir des fournitures comme des serviettes, mais en grande quantité, tu sais, justement pour pallier, pour que ça se fasse efficacement. Puis aussi maintenant, tu sais, les entreprises de ménage, c'est pas 40 $. Non. Ça peut aller jusqu'à 250 $ en montant pour un ménage. Ouais. La personne, elle passe pas 8 heures. Ben non. Elle passe pas 8 heures dans le chalet, elle passe gros max peut-être 2 heures parce qu'elle en file beaucoup. Ouais. Donc, elle va à la chaîne. Ouais, c'est ça, elle va à la chaîne. C'est payant maintenant avec une femme de ménage. Oui, vraiment. Pour clairement. Le secteur locatif. Puis, côté financement, est-ce qu'il y a des différences majeures dans le milieu de tout ce qui peut être investissement immobilier? Je suis pas courtière hypothécaire. Ouais. Par contre, pour le chalet locatif, d'après mon expérience à moi, c'est beaucoup plus difficile maintenant de le refinancer qu'auparavant. Okay. Parce qu'auparavant, les personnes, ils optimisaient leur chalet comme un peu les personnes qui optimisent des immeubles à revenus. Ils pouvaient aller chercher des refinancements plus gros. Plus grande équité. Maintenant, c'est plus difficile à cause de toutes les nouvelles lois, puis la lourdeur administrative du gouvernement depuis les événements d'à peu près 2 ans là, pour la location court terme, qui est rendue plus surveillée qu'avant. Donc maintenant, c'est un peu plus difficile. Okay. Mais ça dépend, il y en a qui arrivent beaucoup à le faire, mais tout dépendant des types de dossiers de crédit. Pour ce qui est des chalets locatifs, je pense que ça peut aller jusqu'à un minimum de 20 % au niveau de la mise de fonds, mais comme tu me parlais un petit peu plus tôt, ça dépend de la situation là, de l'acheteur. Oui, chaque cas est différent, mais maintenant, il y a plusieurs façons de financement pour les chalets locatifs, soit en propriété secondaire ou justement quand tu l'achètes via une compagnie immobilière. Oui,
une compagnie immobilière. OK, je comprends. Puis, au niveau de... Ben, j'imagine que si tu as une compagnie immobilière versus tu l'achètes personnellement, le dossier qui va être évalué à la banque va être différent au niveau de ce qu'ils vont demander pour accepter le financement. Oui, la plupart des institutions vont demander une moyenne 2 ans si pour un refinancement qui est basé en fait sur le revenu ou une moyenne du revenu qui est actuel. Tout dépendant si tu as déjà des chalets locatifs, donc ils vont se baser sur les revenus qu'eux ils ont. OK. Puis si tu n'en as pas encore... tu n'as sûrement pas de compagnie. Ouais, tu n'as pas de compagnie. Mais ouais, ça, c'est comme plus difficile parce que pour le chalet, si tu as plusieurs chalets locatifs, c'est une moyenne 2 ans pour les revenus. Puis, si tu n'as pas de chalet locatif, ben ça dépend aussi de ton dossier de crédit, puis de ton projet, puis de qui finance aussi. Fait que c'est pas dans la poche, comme on dit. Ouais, Là. Si jamais tu veux commencer, il faut quand même que tu aies de la solidité financière là, de ce côté-là. Puis on disait idéalement d'acheter seul, parce que des fois, on se lance, ben, en tout cas, c'est l'actionnariat, là, dans n'importe quoi. Des fois, tu te lances avec plusieurs personnes, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui ont les mêmes objectifs, la même vision et tout. Ou tu t'investis avec quelqu'un qui est vraiment proche de toi ou de ta famille, tu sais, à la limite, là, pour ton premier, si tu veux te donner une chance, si tu as des bonnes relations avec ta famille. Ben, moi, je conseille vraiment de faire comme une personne qui a une compagnie, de faire un contrat d'actionnaire. Ben oui, 100%. Même si c'est deux particuliers, de voir avec un avocat, justement, c'est quoi les charges de chacun, ben ça peut te protéger aussi à long terme sur les conflits. D'avoir ça noir sur blanc décrit. Puis aussi d'être sûr, avant de vouloir investir avec quelqu'un, juste de voir les objectifs de chacun, juste pour voir c'est quoi sa vision long terme, parce que c'est pas rare que les personnes se séparent des investisseurs, plutôt, se séparent après 1 an, moins d'1 an. Ou l'autre achète ou vend, tout simplement. La vente, les personnes, ils rachètent les parts des autres, ou les 2 personnes ne s'entendent pas, donc ça se finit... en vente finale. Non, ça se finit, en relation plutôt tendue. Ouais. Parce que, si tu achètes dans une compagnie puis que tu veux vendre, ben, il faut que tu trouves un acheteur. Oui, 100%. Puis, c'est pas tout le monde qui veut acheter des immeubles qui sont déjà dans une compagnie avec, justement, un arrière, avec des... comment je peux bien dire ça? Avec déjà de l'actif à l'intérieur. Donc, il faut que tu trouves vraiment comme des personnes qui veulent... qui vont fitter avec ce modèle-là, là, finalement. Oui, exact. Oui, c'est ça. Pas évident. C'est comme un contrat de mariage. Oui, exactement, est en affaires. C'est ça. C'est comme un contrat de mariage. Tantôt, on parlait des frais. Fait que, oui, il y a le prêt hypothécaire qui est comme la plus grosse dépense là, du chalet locatif. Mais justement, il y a l'entretien, les taxes, tout ce qui est imprévu. Fait que ça, il faut quand même que l'individu soit... Ben, en fait, là, il faudrait que la personne... Parce que, tu sais, on dit que tout le monde pense que c'est facile, l'immobilier et tout ça, mais il faut que la personne s'assoie puis elle comptabilise vraiment tous les frais qu'elle pense que ça va lui coûter là, avant de s'engager dans cette aventure. Exactement, parce que si ton chalet il est loué 350 jours par année, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais, tu sais, tes draps s'usent. Donc, les serviettes, ça use aussi. Les serviettes, ça se décolore. Les belles serviettes blanches. Oui, c'est ça. Les serviettes sont plus blanches à force d'être passées dans la sécheuse ou autre. Tu sais, les personnes, ils utilisent l'espace. Souvent, tu sais, quand tu as des séjours d'à peu près 1 semaine, les personnes, ils vivent là pendant 1 semaine. Mais tu le sais pas nécessairement c'est qui y a. Tu sais pas si la personne prend soin de chaque élément comme si toi, tu étais dans ton domicile. Donc, c'est du changement, de l'ajustement. À chaque année, on arrive dans
dans les travaux d'entretien de printemps. Puis qu'est-ce que je fais, c'est que j'envoie justement l'homme à tout faire, aller tout vérifier les portes, toutes les poignées de porte, il vérifie toutes les fenêtres, tout voir qu'est-ce qui arrange. Mais tu sais, ça, c'est quand même là, à peu près 2000 $ par mi-saison, juste pour vérifier que tout est en règle. Tout est en règle pour la prochaine saison, parce que les personnes, ils ont embarqué sa table de billard. Donc, tu sais, des fois, la pâte est cassée. Ben, tu sais, on va se le dire, là, la location du chalet, les gens sont en vacances d'habitude. Fait que c'est sûr que majoritairement du temps, le monde prenne peut-être un petit peu plus d'alcool ou d'autres substances, si je peux dire ça. Fait que, tu sais, on connaît pas les gens, comme tu dis. Fait que, oui, il y a des gens qui peuvent être super responsables, super calmes, mais en même temps, les gens se lâchent un petit peu plus lousse que s'ils étaient chez eux, tu sais. C'est ça. Donc, la vaisselle est à remplacer 2 fois par année. Les draps, 2 fois par année aussi. Les lits, c'est à peu près, tu sais, aux 2-3 ans. Ouais. Puis si on veut avoir une bonne clientèle, qui revient, ben, tu vas les recevoir aussi, puis qu'ils soient confortables, pas dans un lit qui a un ressort. Une clientèle récurrente qui reviennent à chaque année. Oui, exact. Tantôt, là, on a parlé d'assurance aussi. Là. Moi, je fais vraiment pas d'assurance habitation ni automobile, là, d'ailleurs. J'assure des gens. Mais j'imagine que justement, le fait de ce qu'on vient de parler, tu sais, ça doit être pour ça que c'est plus cher aussi, là, parce qu'il y a plus de réclamations. Tu sais, j'ai parlé vite de certaines histoires, là. Je pense que tu sais, faut pas que les gens s'empêchent de s'engager dans cette belle aventure-là par crainte d'événements négatifs, si je peux dire ça comme ça. Mais il y en a quand même, tu sais, qui peut arriver, mais je pense pas que ça soit la majorité du temps, là. Non, c'est pas la majorité du temps. C'est comme quand tu prends un voyage à l'étranger, tu t'assures pour t'en aller, mais dans le pire, mais tu vas t'amuser pareil. Oui. Mais c'est juste d'être conscient de ça pour justement le planifier, pour pas que s'il y a des éléments qui arrivent, ben que tu as les 2 bras qui tombent, que tu as l'impression que tu sais, ton monde s'écroule, parce qu'il y en a souvent que maintenant, je vois beaucoup qu'il y en a qui vendent leur chalet puis qui ont vécu des situations d'horreur parce qu'ils avaient été mal préparés. Puis ça aurait pu être évité. C'est aussi vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire avec le chalet locatif, mais il faut que les personnes soient bien informées, puis qu'ils ne se fient pas exactement seulement à ce qu'ils entendent des autres, puis être capable aussi... Roger au party de Noël 2023. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, moi, j'ai des clients, en fait, que je forme dans la gestion de leur propre chalet. OK. Donc, tu sais, je les accompagne dans la... Eux, ils veulent gérer. Oui, eux, ils veulent gérer. Donc, eux, des fois, ils faisaient affaire avant. Ils faisaient affaire avec des compagnies de gestion. Puis ils voulaient aussi reprendre comme un peu leur gestion. Le contrôle. Oui. Ils voulaient reprendre le contrôle parce que, tu sais, veux pas, ça dépend du modèle d'affaires de la compagnie parce que des fois, ils prennent pas tout en charge. Donc, tu sais, ils prennent souvent le marketing en ligne pour justement la location. Mais quand il y a des événements qui arrivent comme quelqu'un perd sa clé, la vitre est cassée, ben c'est le propriétaire finalement qui se retrouve à gérer la situation. Pour ma part, moi je le prends en charge. Donc c'est moi qui rencontre les femmes de ménage, c'est moi qui les trouve, les personnes qui font les entretiens. Je les passe en entrevue. Puis, c'est moi qui gère tout ça. C'est moi qui fais les commandes pour les fournitures. Je fais le remplacement aussi si, mettons, quelqu'un casse une fenêtre. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je prends en charge parce que j'aime ça. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, maintenant, quand j'ai des clients qui veulent reprendre un peu la gestion, ben je leur montre comment le gérer à partir d'une plateforme de gestion en ligne qui relie toutes leurs annonces. Je montre aussi comment elle fonctionne, comment connecter toutes les annonces, comment justement voir aussi l'évolution s'ils font du marketing en ligne. Donc, pour voir les tendances ou les mots-clés qu'il faut utiliser justement pour le SEO.
Puis voir aussi les moments où que les personnes visitent un peu plus leur site pour être en mesure de faire comme des promotions pour stimuler justement les personnes à prendre leur séjour. Ouais. Puis aussi, je les aide des fois à monter leur site web. Okay. Parce que, tu sais, la personne qui cherche un site, si elle n'a pas, au premier regard, un peu de l'intérêt, ben elle va s'en aller, elle va prendre quelqu'un d'autre. Puis 100%. On s'entend que, tout dépendant le secteur où ton chalet se trouve, ben il y a des particularités. Donc, tu sais, quand je m'assois avec les clients, ben on regarde ensemble le secteur. Ouais. Puis je regarde aussi un peu... Ben j'apprends aussi à connaître la personne pour savoir aussi c'est quoi qui fait la différence si, mettons, je viens chez toi, comparativement à si je loue chez quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Puis moi, je suis critique parce que moi aussi, j'en loue des chalets. Ouais. Puis j'ai été dans des chalets, puis j'ai pas mis de mauvais commentaires, mais j'ai dit au propriétaire, écoute, moi, je fais de la gestion. Puis la première affaire que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de poussière en dessous de ton lit. Mm-hmm. Puis j'ai échappé mon bas, puis il est ressorti. Donc, tu sais, avertis ta femme de ménage de vraiment bien nettoyer parce que ça, c'est quelque chose qui peut lui, nuire. C'est peut-être même pas. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est des choses que moi, je remarque. Mm-hmm. Puis qu'un client va remarquer aussi. Mm-hmm. Et moi, je le sais. Donc, quand j'ai des personnes qui s'occupent des ménages des chalets que j'ai en gestion, ben j'ai une liste. Puis, on discute avec une application, justement, qui ont des points, puis il faut qu'ils m'envoient des photos. OK. Donc, moi, je vois ce qui a été fait. Donc, si j'ai une réclamation d'un client, puis que moi, j'ai la preuve que c'était pas dans cet état-là, c'est plus facile pour moi de gérer à distance avec des systèmes qui fonctionnent. Puis là, justement, si quelqu'un perd sa clé... tu gères ça comment, mettons? Parce que tu parlais des escoumins, là, tantôt, là. J'ai fait installer une serrure électronique. Okay. Moi, je peux ouvrir la porte à distance. OK. Fait que tous tes clients t'exigent qu'il y ait une serrure électronique. Oui. Ben, j'exige pas. Je fais, pour ceux qu'on a essayé la porte ne le permettait pas, j'ai mis des lockbox. Près des portes, mais j'en ai aussi un d'urgence. Un d'urgence avec une clé, justement, en cas où que ça arriverait, parce que ça m'est déjà arrivé pendant que j'étais en voyage. Puis que la femme de ménage était partie avec la seconde clé. Mais j'ai appelé la femme de ménage, puis elle est allée. Elle est allée la porter, mais habituellement, elle prend pas les doubles. Donc, ça, après ça, j'ai... là, sinon... Ouais, habituellement, le double, il est là. Ouais, c'est ça, elle va aller le reporter, là, nécessairement, j'imagine, Exactement. En ayant fait une erreur, tu sais, pour moi, ça serait plus, ben là, va reporter la clé, tu sais. Ben, c'est ça qui est arrivé, en fait, les deux se sont rencontrés à mi-chemin, puis qui ont été la chercher, parce qu'habituellement... Habituellement, il y a toujours comme le double, mais tu sais, même dans des exceptions comme ça, tu sais, ça peut arriver. Mais justement, le fait d'avoir eu un double d'urgence, ça a donné comme une opportunité aussi aux personnes d'ouvrir la porte puis pas dormir à l'hôtel. Mais les serrures électroniques, vraiment, ça, c'est la meilleure chose. L'outil de prédilection. Oui, l'outil de prédilection, parce que la personne, si elle n'est pas capable d'ouvrir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à ouvrir les serrures, même quand on leur dit c'est quoi le code, à cause du froid. Mais moi, j'ai pas ce problème-là quand je le fais à distance. Ouais. Ça ouvre tout ça. Ouais. Donc là, la personne, elle me dit j'ai de la misère comment ouvrir, puis moi, j'ai des caméras aussi. C'est toi qui prends le message aussi, j'imagine. Ouais. Exactement. Donc, tu sais, moi, ils m'appellent directement, puis je les vois aussi sur les caméras. Donc, je leur déverrouille la porte à distance, puis ils sont tellement contents. Ils disent « Oh mon Dieu, ils disent on voit pas ça souvent. » J'ai comme « N'hésitez pas. » C'est ça, exact. Mais maintenant, les outils qu'on a à notre disposition sont assez incroyables pour justement tout maximiser les chances. Donc, les personnes qui veulent le gérer eux-mêmes sont en mesure de le faire. Il faut juste qu'ils apprennent à le faire. Oui, de la bonne façon. Ouais. Donc là, c'est là où est-ce que je me démarque aussi de ce côté-là. Je comprends 100%. Puis, si on parle au niveau de comptabilité, fiscalité et tout, qui est ton autre volet qu'on parlait là, justement, là, comme accompagnement que tu peux offrir, parce que j'imagine que tu as
Tu peux offrir juste le marketing ou juste la gestion, juste la comptabilité ou le package, all le package au complet, là. Dans le fond, là, au niveau des revenus locatifs, là, c'est sûr que on sait que c'est un revenu imposable, là, fait que, tu sais, on n'a pas le choix de le déclarer, puis ça, c'est 100% imposable généralement. Puis là, tu sais, on parle même pas d'acompte provisionnel puis tout ça là, encore, mais tu sais, faut quand même être conscient que oui, il va y avoir une rentabilité, il va y avoir il va y avoir de l'impôt à payer là, quand même sur cette rentabilité-là. Fait que la personne doit être consciente de se garder des montants de côté justement pour payer cet impôt-là. Mais tu peux quand même mettre des dépenses, tu sais, que ça coûte, excusez l'expression, là, mais qui accotent justement un peu là, tes revenus locatifs, là. Ouais. C'est quoi les dépenses, dans le fond? Ben, tu sais, pour un immeuble à revenu normal, tu sais, ils disent que les dépenses de gestion, c'est à peu près 5% des revenus. Tu sais, tout dépendant, parce que dépendant des situations, tu sais, la première année, des fois, on a plusieurs achats à faire. Mais de plus en plus, je vois que les personnes ne sont pas nécessairement informés. Ceux qui sont nouveaux dans l'immobilier manquent un peu de préparation, selon moi, parce qu'ils oublient souvent l'impôt à payer. Souvent, les personnes se font dire « Ah, ben, tu sais, il faut faire des dépenses, mais on s'entend que si tout ton bénéfice que tu fais, tu le dépenses, dans des choses qui n'étaient pas tant nécessaires, ben finalement, tu ne feras pas d'argent. » Non, c'est ça. Juste pour dire que tu fais des dépenses. Oui, là, parce que souvent, les personnes arrivent à l'impôt puis sont surpris. J'en doute pas. Ouais, ils sont surpris. Tu sais, il y a des personnes qui ont beaucoup d'immeubles. Ouais. Ceux-là, ils n'ont pas vraiment à se soucier. Quand les impôts arrivent, ils savent généralement parce qu'ils ont déjà de l'argent ou ils ont déjà de l'actif de côté. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de sortir 20 000, 30 000 qu'une personne en classe moyenne qui débute en immobilier. Puis ça, je trouve ça vraiment triste parce que je le vois souvent. Puis c'est comme apporter une mauvaise nouvelle. Puis c'est pas l'aspect que je préfère le plus de mon travail quand j'appelle quelqu'un pour dire qu'il doit à peu près 7 à 8 000 d'impôts. Puis qui s'attendait pas. Ouais. Dire qu'il s'y attendait pas, c'est quand même je sais pas comment exactement dire ça. Ben c'est quelqu'un qui est comme des œillères un peu. Bon, on a toute pas une culture différente là, je cherche le mot, mais je trouverai pas le mot, mais c'est pas grave, mais tu sais, une connaissance financière différente, tu sais, d'une personne à l'autre. Fait que oui, c'est surprenant quand tu penses que la personne s'en attend pas, mais des fois, ça arrive quand même. Oui, c'est ça. C'est parce que le danger là-dedans, c'est que les personnes veulent faire beaucoup d'argent, ils ont de l'argent, puis la dépensent. Ouais. Puis là, après, il y a tu m'aurais faire. Ouais. Mais tu sais, il va falloir pour la planification, là, parce que justement, c'est important de bien le planifier parce que, tu sais, moi, je leur dis en plus, quand ils viennent à soit faire de la location court terme ou à investir ou qui ont de la liquidité, c'est prends l'habitude de séparer les comptes. Mets-toi au moins un 30 à 40% de côté juste pour avoir un fonds de roulement. Exact. Puis attends que l'impôt arrive. Puis si t'en restes dedans, ben laisse-le là. Exact. Parce que ça va être un surplus qu'il va y avoir l'autre année d'après. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Pour ceux qui le font, qui sont vraiment comme avancés puis qui ont conscience de ça, ben c'est vraiment beau, tu sais, l'argent qu'ils font après. Il y en a, c'est sûr que pour eux, c'est plus difficile de le faire. Même quand ils sont bien accompagnés, parce que je sais pas pourquoi que la majorité du monde veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Ouais. Puis ça, c'est même en dehors du chalet locatif. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est comme un problème de société actuelle où est-ce que, tu sais, le niveau d'endettement il est quand même assez élevé, puis
le salaire suit pas. Ouais. Donc, les personnes se retrouvent dans des situations comme névralgiques puis attendent au dernier moment. Exact. Pour réagir. Exact. Puis là, vont voir Stéphanie que j'ai reçue voilà une couple de... Ouais, c'est ça. Puis ils seraient en dette. Puis ça continue comme ça, comme une roue. Exact. Puis ça pourrait tellement être différent si, justement, les personnes prenaient le temps au début de comme s'asseoir puis d'avoir une pensée un peu plus rationnelle puis d'établir un plan. Oui, 100%. Ben ça, c'est la clé. Tu sais, je veux dire, on n'a pas le même milieu, mais tu sais, ça touche à la finance quand même, là. Fait que dans les deux côtés, puis moi, je mets tout le temps l'emphase de faire un plan, justement, tu sais, pour que tu saches ce que tu t'enlignes, puis que tu n'aies pas de surprise, justement, tu sais, à la fin... n'importe quoi qui serait financier, tu sais, autrement dit, là, nécessairement. Puis si on parle au niveau des dépenses qu'on peut déduire, dans le fond, là, on parle des intérêts du prêt hypothécaire, si c'est locatif, bien évidemment. Les intérêts, tout ce qui est les fournitures au niveau de l'habitation, dans le fond. Les assurances aussi. Oui, les assurances. Fait que c'est quasiment un peu la même chose qu'un travailleur autonome, qu'est-ce qu'il peut déduire, mais plus côté hypothécaire. Dans le fond, ça dépend aussi du type d'immeuble locatif que tu as. Pour la gestion, pour les chalets ou les immeubles comme ça aussi, ça dépend comment que, si c'est du revenu d'entreprise ou si c'est à ton personnel. L'incorporation personnelle. Il y a aussi, tu sais, toutes les dépenses, les honoraires professionnels, que les personnes qui te conseillent, la gestion, les fournitures, les immobilisations aussi, tout ce que tu achètes comme actif, les rénovations qui vont perdurer dans le temps. Souvent, pour l'immobilier standard, des fois, il y a des particularités. Puis ça aussi, je vois beaucoup de personnes qui se font avoir parce que généralement, tu as des rénovations qui peuvent être... qui peuvent être faites et... déductibles? Oui, déductibles à 100%. À 100%. Si c'est pour ramener un revenu supplémentaire? Non, c'est pour ramener dans l'état que c'était auparavant. OK. Des dépenses importantes de rénovation. Mais il y a souvent des spécifications à ce niveau-là. Il y en a qui vont essayer de faire des optimisations dès le début. Mais le gouvernement autorise pas nécessairement ces dépenses-là. OK. Donc, si la personne s'informe pas, mais elle peut avoir des surprises. Elle va arriver pour déduire ses améliorations locatives. Puis en fait, ça ne marchera pas. Oui, c'est rénovations qui étaient dues, mais en dedans de 2 ans, généralement, de ton début d'achat, ils veulent qu'on le capitalise. OK. Ouais. OK. Fait que là, c'est... moi, ça m'est arrivé. C'est vécu ici. Oui, c'est ça. Puis, justement, là, on parlait d'incorporation ou de détention au niveau personnel. Moi, c'est sûr que si quelqu'un me parle de ce projet-là, tu sais, au niveau de la planification et tout, puis me demande si ça serait mieux qu'il soit incorporé, moi, je vais y aller, puis tu pourras me dire qu'est-ce que tu en penses, là, si c'est la bonne chose à faire, mais tu sais, j'avais tendance à dire, si c'est un chalet locatif, je pense pas que ça vaut la peine, tu sais, de s'incorporer pour ça, parce que, tu sais, t'as des dépenses, là, quand tu t'incorpores et tout ça, là. Fait que, tu sais, si, mettons, ton profit, c'est 10 000 par année, tu vas pas te créer une compagnie pour mettre à l'abri, c'est pas à l'abri, là, mais c'est moins imposé dans une compagnie qu'au niveau personnel, là. Mais j'imagine que l'incorporation va être vraiment plus avantageuse si tu veux te lancer au niveau de plusieurs chalets locatifs, là. Oui, ça dépend vraiment comme... de tes projets. De tes projets, parce que il y a des avis qui diffèrent. Je suis pas fiscaliste, mais il y a beaucoup de personnes qui conseillent soit de le garder au personnel jusqu'à temps qu'on soit plus capable de le faire à cause du taux d'imposition. Mais ça dépend aussi de tellement de facteurs comme ton revenu familial. Si ça t'enlève des allocations, des choses comme ça. Vu que ça se rajoute au revenu, ça dépend
de quel palier t'es, ça dépend aussi c'est quoi que tu veux pour plus tard. Puis s'ils sont en partenariat, tu sais, pour la gestion de risque, ça peut être avantageux de s'incorporer comme ça peut ne pas l'être. Ouais. Ça dépend de ce que tu veux faire plus tard. Puis surtout, à qui, si tu veux le transmettre aussi à l'autre génération. Ouais. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment d'aller voir un fiscaliste pour justement le structurer de la bonne manière parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent une charge lourde au départ, puis qu'après trouvent que c'est cher. Oui, effectivement. Là, c'est sûr que si tu commences en immobilier, avoir 3 compagnies plus une gestion, c'est lourd. Non, c'est ça. Il faut y aller avec la logique des choses. Là, puis il faut faire confiance aux bonnes personnes aussi qui vont t'entourer pour bien te conseiller. Mais moi, je le répète tout le temps, là, de bien s'entourer, c'est la clé. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui veulent faire leurs choses elles-mêmes dans différents aspects financiers en disant « je vais sauver de l'argent ». Mais c'est pas une bonne stratégie. Oui, non, vraiment pas, parce que ça les rattrape plus tard. Oui, c'est ça. Ça les rattrape plus tard. Donc, tu sais, les personnes qui s'incorporent sans voir un avocat, tu sais, peuvent justement se retrouver dans des litiges plus tard parce que soit il y a des choses qui auraient pu être faites au début ou des personnes qui s'incorporent en partenariat sans un avocat, ça, c'est non. Exact, 100%. Ça, c'est non, parce que c'est toujours beau au début. Oui. Toujours beau au début. C'est la lune de miel. Oui. C'est 2-3 ans après, c'est quand les personnes ont chacun un objectif différent, qu'il y a un conflit qui arrive, qu'il n'y a pas de contrat qui a été fait, l'incorporation n'a pas été faite de manière adéquate, puis il y a des biens immobiliers à travers ça. Aussi, justement, tu sais, pas aller consulter un fiscaliste quand tu veux acheter soit à l'étranger ou si tu veux acheter ici, mais que tu as une compagnie opérante. Donc, tu sais, il y a des personnes qui veulent acheter avec leur compagnie opérante, que c'est pas très peu conseillé. C'est ça, très peu conseillé, parce que souvent, les personnes mélangent des secteurs d'activité qui sont pas vraiment connexes, puis justement, tu sais, aller voir un spécialiste, justement, pour qu'il vous conseille que là, peut-être que ça serait optimal d'avoir des choses séparées, tu sais. Non, c'est ça. Ou qu'ils vont acheter des biens, justement, des biens immobiliers dans une compagnie opérante aussi, pour la gestion de risque. Là. Exact. Non, c'est ça. Tout est à consulter, en fait, là, de ce côté-là. Puis chaque situation est différente aussi, là. Fait que, tu sais, c'est dur tu sais, on pourrait nommer plein de situations, puis on n'aurait pas assez de temps pour le podcast, là. Mais, tu sais, ce qu'on retient de ça, c'est de vraiment consulter des experts pour avoir la meilleure structure fiscale pour eux. Puis sinon, ça serait quoi, mettons, y a-t-il d'autres erreurs à commettre, tu sais, qu'on n'a pas parlé ou des situations? Tu sais, pour ceux, justement, qui veulent investir en immobilier, c'est vraiment important de faire ses recherches, d'aller dans des... Moi, avant, je croyais pas dans le coaching. Puis c'est drôle parce que, justement, un de mes clients s'avait inscrit dans un coaching immobilier. OK. Puis il avait pas le temps d'y aller. Donc, à la fin, il a appelé j'ai-tu le droit de le citer, la compagnie le coaching immobilier? Oui, on peut le dire. Ouais. Il a contacté le Club des investisseurs pour savoir s'ils pouvaient me donner, justement... On va juste leur charger un petit montant. OK, attends. Non, c'est pas vrai. Qui avait pris un coaching immobilier, puis justement, il avait pas eu le temps d'y aller, donc il m'a transféré son abonnement. Son coaching. Oui, son coaching. Okay. Donc, pendant 1 an, j'ai été aux rencontres mensuelles, puis ça m'a vraiment aidée de côtoyer du monde qui sont dans le même domaine que toi, qui ont la même passion. Qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience aussi, parce que, tu sais, on s'entend que il y a des personnes qui font des millions là-dedans, comme qu'il y en a qui en font pas, mais avoir des gens qui ont des connaissances, qui allient justement, leur savoir-faire avec d'autres experts, c'est vraiment un tournant.
Puis ça aide. 100%. Ouais, ça donne des bonnes bases. Tu t'entoures bien, tu as des gens qui peuvent te partager leur expérience. Tu as accès à des experts. Vraiment enrichissant. Tu as accès à des experts. Justement, tu sais, dans lui que j'avais, tu avais des rencontres qu'on pouvait prendre pendant toute l'année avec justement des personnes, des conseillers financiers, des experts, des avocats fiscalistes, toutes sortes de personnes qui, eux, ils ont des expertises quand même assez évoluées là-dedans ou qui ont vraiment passé par des situations que maintenant, toi, tu peux éviter grâce à ça. Puis, sérieusement, moi, j'ai adoré ça. Ouais. Fait qu'en résumé, l'immobilier, ça peut vraiment être une belle aventure, ça peut être profitable, comme on a dit, c'est quand on est bien planifié. Donc, au niveau de la structure, de la planification, puis surtout d'être accompagné à chaque étape. Fait que de l'achat, de la gestion, tout ce qui touche la fiscalité. On aurait-tu un mot de la fin, conseil de la fin que tu voudrais ajouter? Donc, si vous souhaitez justement investir en immobilier, préparez-vous avant et limitez pas vos connaissances, faites vos recherches, regardez les comparables, puis maximisez aussi votre investissement, puis discutez toujours avec des personnes qui ont passé par le même chemin que vous. C'est vraiment utile, puis vraiment important pour avoir vraiment du succès là-dedans. Merci, Lisa, Marie, de t'être prêtée au jeu de l'enregistrement du podcast. Puis, je vais mettre, en fait, tes liens dans les bas, en fait, là, parce que là, ça dépend si vous êtes sur YouTube ou sur Spotify. Mais bref, vous allez pouvoir la contacter là, si vous voulez qu'elle vous rencontre pour voir pour la gestion de la gestion ou l'accompagnement dans votre aventure immobilière. Parfait. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!